quel s'attelle notre département? Notre ministre, la ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, au nombre aujourd'hui de ces obligations, M. Keita, vous l'avez interviewé la dernière fois et je pense que ça a été dit, l'un des chantiers justement c'est d'œuvrer à ce que nous surmontions cette mésestime de soi. Ce que vous êtes en train de mettre de l'avant, c'est le manque d'estime de soi. Ce n'est pas simplement parce qu'ils sont inemployables, ce n'est pas parce qu'ils manquent de capacité, mais c'est parce que la société, et c'est ce qui transparaît dans la définition même de la personne handicapée, la société érige des barrières. On met dans la tête de la personne handicapée qu'elle est inefficace, on met dans sa tête qu'elle est inemployable, on met dans sa tête qu'elle est inapte, on met dans sa tête qu'elle n'est pas à même de pouvoir satisfaire aux exigences. Et quand c'est le cas, finalement, vous avez de la peine à les recevoir, parce qu'ils partent convaincus déjà que s'ils viennent, ils ne vont pas pouvoir satisfaire aux exigences. C'est l'un des chantiers du monde du handicap, pas seulement ici. Alors, parlant des défis, est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de l'échec des différentes politiques justement pour l'insertion des handicapés, par exemple, dans notre pays? On a eu, à un moment donné, on a parlé de la cité de solidarité, il y avait même un autre projet pour construire une autre. Est-ce que tout ce mécanisme, ça n'encourage pas un peu la mendicité, si l'oisivité des personnes porteuses de handicap? Est-ce qu'il n'y a pas un sérieux problème lié justement à la stratégie? Il y a amalgame dans votre question, M. Keita. Il est vrai que quelque part, tel que la cité avait été conçue, tel qu'à un moment donné, on a voulu lui donner un profil, à savoir un pensionnat pour abriter des personnes porteuses de handicap à qui on devrait donner gratuitement eau, électricité et nourriture. Ceci est de nature à pouvoir encourager l'oisiveté. Mais le profil aujourd'hui que les autorités ont décidé de donner à cet établissement, c'est le parfait contraire. Parce que c'est un centre d'apprentissage qui est érigé là. Ça veut dire que ceux-là qui n'ont pas pu accéder au système classique des écoles classiques, des universités, mais au moins que ce soit des centres de seconde chance, permettant à ces personnes-là d'apprendre des métiers, des corps de métiers entiers. Et s'ils apprennent ces corps de métiers, à Conakry ou à l'intérieur, c'est toute proportion gardée comme l'ENAM. Quand on prend l'École nationale des arts et métiers, pour le grand public, ou l'ERAM dans les régions, au niveau des régions, à l'échelle régionale, voici le profil aujourd'hui que nous sommes en train d'accorder. Il n'y a pas d'amalgame. Sur le terrain, si vous partez, d'ailleurs il y a les bras valides de passage, je précise, il y a des bras valides qui sont là-bas en lieu et place des handicapés, même s'il y en a le plus aussi. souvent, mais les le enfants constat bras valides des personnes porteuses de handicap. Le constat actuel ne concorde pas avec ce que vous venez de décrire. Je suis en train de vous parler de la vision. Donc il n'y a pas d'amalgame. Je vous parle de la vision, nous nous orientons vers cela. Sinon, ce à quoi nous nous heurtons aujourd'hui dans un établissement comme la Cité de Solidarité, et quand je parle d'amalgame, c'est peut-être l'opportunité pour moi de clarifier quelque chose d'essentiel. Nous contribuons tous, nous concourons tous, malheureusement, peut-être inconsciemment, l'opinion de façon générale. Quand je parle, et peut-être même quand je parle d'opinion, c'est même l'opinion sensée, d'une certaine façon. Nous concourons malheureusement à une propagation de ce risque de mendicité. Quand le mois de Ramadan arrive, je suis bien placé pour le savoir, vous arrivez à la Cité, vous que je connais, des médias, un médium de votre trempe, en fait, vous êtes écœuré. Parce que chaque jour, il y a inondation, passez-moi le terme, inondation en vivres de la part de mécènes, de philanthropes. Et ce n'est pas pour aider. Et vous voyez là, les gens sont en train de se bousculer, tels qu'ils sont en train de se donner des coups de poing pour avoir des broutilles. Ce n'est pas de nature à aider finalement. Et je pense que la logique, la vision des nouvelles autorités, c'est de casser ce rythme-là. C'est de réduire le maximum possible l'aspect pensionnat et plutôt développer la filière professionnalisante qui va permettre à ces personnes-là d'apprendre des métiers et d'être des personnes autonomes à part entière. On est à 4 minutes de la fin. Oui, je sais. Vous en parliez dans votre libellé, c'est
l'association qui est souvent faite entre mendicité et personnes handicapées, vous l'avez d'une certaine façon abordé. Et par le passé, je pense que ceux qui étaient aux alentours de la mosquée Faisal, il y a eu un projet, en tout cas il y a eu une action tendant à les ramener à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, vous passez aux alentours de la mosquée, vous trouvez encore quelques-uns et aux alentours des mosquées, que faire pour faire en sorte que les gens quittent la rue, et parce qu'ils sont là exposés à plusieurs risques. Une campagne d'accompagnement. Ils sont exposés à plusieurs de l'argent a été même donné. Oui, ils sont exposés à plusieurs risques, su et non su. Il y a des aspects qui sont commentés parfois dans la presse, mais il y en a d'autres, c'est encore plus problématique. Nous pouvons parler à ce niveau-là, je vous emprunte le mot, d'échec. Et nous étions là, on ne va pas se défausser, on était là lorsque cette stratégie a été mise en œuvre. La stratégie qui a consisté à donner une enveloppe de 10 millions à chaque personne handicapée à l'effet de retourner dans son village d'origine. Mais ce à quoi nous avons assisté, c'est l'effet contraire. Oui, vraiment, effet boomerang même. Parce que les véhicules qui ont envoyé les gens, qui ont transporté les gens à l'intérieur, quelques-uns de ces véhicules les ont ramenés à Conakry et ils ont empoché leur argent. Donc, et là, comprenez bien aussi, on ne se défend pas, mais on était dans une logique de débarrasser la ville, les espaces publics de ces squats. Mais au fil du temps, on a compris qu'on peut faire mieux, on peut nettement faire mieux. Nous avons compris qu'un minimum de concertation entre le département en charge de ces personnes-là et les services de sécurité, des services du gouvernement suffirait pour débarrasser complètement ces endroits. Donc, parce que eux-mêmes, ils savent pertinemment que ça les déshumanise. Encore qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Je vous confie là que nous avons réalisé une mini-étude au mois de mai passé qui nous a permis de comprendre que, tenez-vous bien, avec la manche que ces personnes-là effectuent, ils perçoivent, ces mendiants, des montants variant entre 20 000 et 200 000 francs jour. Donc, non, oui, ça, c'est des chiffres que je déclare et qui ne sont pas extraits comme ça de la légende, mais c'est sur la base de faits, d'interrogations, d'enquêtes qui ont été réalisées. Vous comprenez alors que... Il y a de quoi faire net. Oui, mais c'est pour ça que je dis... Des idées, finalement, si ça donne des idées, ça crée de la tentation. En même temps, c'est nous tous qui sommes... Parce qu'il y en a, c'est mendiants qui supportent même leur famille, finalement. Oui, c'est nous tous qui... Moi, j'ai connu une dame qui n'est pas du tout... Elle n'est pas handicapée. Alors, là, peut-être... Elle a une boutique, mais elle continue à faire ça. C'est sa fille qui gère la boutique. Le drame dans ça, c'est pourquoi nous nous insurgeons toujours lorsque les gens assimilent le handicap à la mendicité. C'est vraiment une assimilation qu'il n'en faudrait absolument pas. Parce que quand vous prenez les mendiants, leur profil c'est quoi? Vous trouvez là évidemment des personnes porteuses de handicap, on le concède. Mais autour de ça aussi, vous allez voir des personnes qui ne souffrent d'aucun type de handicap. Qui sont dans le lot. Voilà, ils sont là et des mères de faux jumeaux, de faux triplés, qu'on appelle prosaïquement goulé au règlement. Les albinos. Les jumeaux ou les triplés vous disent bonjour. Donc cette question-là, c'est quand on dit que nous concourons tous, on rendrait mieux service à un enfant albinos mendiant dans la rue en le prenant de là, en lui donnant la possibilité de s'insérer dans une école, plutôt que de lui donner tout le temps quelques sommes d'argent. Donc ça n'arrange pas. C'est pour ça que le cri de cœur que nous lançons toujours au niveau du département, et c'est ce qui est contenu dans le plan d'action que chapeaute notre ministre. Le plan d'action en 2023 met au cœur
4-5 grandes actions très rapidement. C'est d'abord la question institutionnelle. Il est important pour nous que le cadre institutionnel qui soit révisé. C'est d'abord la révision de la loi. La loi que nous avons, on a compris qu'elle comporte des insuffisances. Donc une loi qui réponde clairement aux attentes des personnes handicapées. Deuxièmement, c'est que cette loi-là soit vulgarisée et que ces textes d'application soient également élaborés. C'est par exemple la carte d'égalité des chances qui offrirait les mêmes possibilités aux personnes handicapées et les personnes non handicapées. Nous pensons que si ceci est fait, voilà entre autres des aspects qui permettraient aux personnes de pouvoir, Mohamed Diaby, directeur national des personnes vulnérables. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Certainement après la célébration de cette journée en différé, on vous recevra pour tirer tous les enseignements, toutes les leçons, très certainement avec un membre d'une association des personnes porteuses de handicap qui va aussi apprécier ce que vous allez faire. Merci donc à vous, auditeurs et téléspectateurs. On se reprendra demain mardi avec le même plaisir de vous servir. Portez-vous bien.